Donc c'est parti, bienvenue à tous et tous pour cette 85e webconf de la PCC. Donc aujourd'hui, le titre de la webconf, c'est Mobilité des jeunes, quels outils pour ramener les enfants vers la marche et le vélo. Et je suis accompagnée pour cette webconférence de quatre personnes. Donc on a Céline Billard qui est chef de projet chez ITER, Géraud Bonjour. Acquier, chef de projet chez ITER également, Bonjour. et deux personnes invitées aujourd'hui pour témoigner. Donc Brice Asensio qui est élu à la transition à la communauté de communes Piège-Lauragais-Malpère Bonjour. et Elliot Jacot, chargé de mobilité durable à la communauté de communes Piège-Lauragais-Malpère également. Et bonjour à tous. Et donc, je suis moi-même Clara Nord, responsable événementielle pour la PCC et coordinatrice de cette webconférence. Donc, comme vous pouvez le voir affiché à l'écran, vous avez un bref aperçu de l'agenda. Donc, avec une première petite partie d'introduction, la présentation d'ITER, le témoignage de Brice et Elliot, et puis on aura une session de questions-réponses à la fin, suivie d'une conclusion. Et donc, sur la slide suivante, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, donc qu'est-ce que la PCC? La PCC, c'est l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Et depuis 2010, cette association représente et fédère donc les professionnels du conseil qui travaillent au quotidien avec les entreprises et aussi les collectivités sur toutes les thématiques qui vont toucher à la transition environnementale, au changement climatique et aussi à la mobilité durable. Et donc, on vous propose tout au long de l'année et de manière mensuelle des webconférences pour répondre à l'une de nos missions qui est d'informer, d'expliquer, de donner des clés et de diffuser les bonnes pratiques aux organisations sur toutes les thématiques qui sont liées à la transition environnementale. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on se retrouve aujourd'hui. Pour les aspects logistiques, maintenant, quelques points à noter. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la webconférence dans l'onglet Q&R. Donc, ce sera ici que ce sera plus facile pour nous de les récupérer. Les intervenants les traiteront au long de la webconf. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les par écrit. Si vous avez des remarques ou des commentaires à faire, vous pouvez le faire cette fois-ci dans l'onglet chat, pardon, en sélectionnant donc à qui vous souhaitez vous adresser. Si vous souhaitez que tout le monde voit votre message, faites attention à bien sélectionner tout le monde quand vous envoyez votre message. Si vous souhaitez seulement vous adresser aux hôtes et panélistes qui sont donc les intervenants, il faudra sélectionner hôtes et panélistes. Donc, vous êtes assez nombreux. Si toutes les questions n'ont pas obtenu de réponse à la fin de la webconf, il sera possible de les recevoir plus tard par écrit dans les jours qui suivent. Et dernier point, les slides et le replay seront disponibles dès demain sur le site de la PCC. Et donc, vous serez notifié d'un mail dès la mise en ligne de ces éléments demain matin pour celles et ceux qui n'auraient pas le temps de tout regarder en live. Et donc, c'en est fini pour moi. Je vais passer la parole de Spa à Céline, Géraud, Elliot et Brice. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne webconférence. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Géraud Acquier et je vais vous présenter un peu la première partie de cet exposé. Juste quelques mots rapides sur ITER. On est adhérent de l'APCC. On est un bureau d'études spécialisé en mobilité durable. On est structuré en coopérative, on intervient partout en France. On a une vingtaine d'experts qui interviennent et on est en statut, comme je disais, SCOP depuis notre création en 1978 et donc on intervient sur la planification de la mobilité, des plans de mobilité, des plans de mobilité employeurs, interemployeurs aussi. On travaille sur les transports collectifs, sur les aménagements cyclables, sur les études de trafic, de stationnement, voilà, l'ensemble des activités sur la mobilité durable. Donc aujourd'hui, on est réunis pour échanger sur la mobilité des enfants. Et donc, on va avoir une première partie de portrait des pratiques, en fait, que je vais vous présenter, et des éléments qu'on connaît, et une deuxième partie présentée par Céline, qui sera plus sur les actions qui peuvent être mises en œuvre pour travailler sur développer les modes actifs, notamment pour pratiquer par les enfants. Quelques mots d'abord pour savoir de qui on parle concrètement, euh, parce qu'il faut arriver à cadrer. Nous, on a fait le choix de parler des 5 à 15 ans. Ah, voilà, c'est ça, en gros, une dizaine d'années, de 5 à 15 ans. Ça représente déjà 12% de la population. On parle d'enfants qui sont scolarisés
soit à l'école primaire, soit au collège, on va voir que ça a une grosse différence en fait sur cette période-là. Et on parle aussi d'enfants qui, de fait, ben, jusqu'à 14 ans, ils n'ont pas le droit de conduire en mode motorisé. À partir de 14 ans, il y a un certain nombre de véhicules auxquels ils peuvent accéder, ce qui parfois d'ailleurs peut poser question. Mais on est sur une période sur laquelle les enfants peuvent soit se déplacer à pied ou à vélo, qu'ils soient en autonomie ou accompagnés, soit utiliser les transports publics, et souvent ils utilisent les transports scolaires à partir d'un certain âge en tout cas. Très souvent, ils sont, on va le voir aussi, accompagnés en mode motorisé. Il faut savoir qu'on est sur un domaine sur lequel on a finalement assez peu de données. Les enquêtes ménage-déplacement, qu'elles soient au niveau local ou au niveau national, elles commencent à 5 ans. Mais cette population, ce n'est pas la population sur laquelle c'est le plus facile de faire des enquêtes sur tous les déplacements qui ont eu lieu la veille, comment ça s'est passé exactement, à quelle heure ça a démarré, à quelle heure ça s'est arrêté. Les enfants n'ont pas forcément tous ces souvenirs-là. Et on constate aussi finalement que dans les données dont on dispose, il y a très peu de traitements où on zoome réellement sur les déplacements des enfants. Donc on a peu de données quantitatives en fait sur ce sujet-là. On a aussi une réflexion académique et professionnelle qui est finalement très centrée sur les motifs scolaires, qui, on va le voir, ne représentent qu'à peu près la moitié des déplacements des enfants. Donc c'est structurant de la même façon que quand on travaille pour les adultes, le déplacement de domicile-travail, mais c'est quand même pas que ça. Et puis, on a quand même un certain nombre de chercheurs, et d'ailleurs surtout des chercheuses, qui travaillent sur les aspects psychologiques ou sociologiques et qui permettent d'amener des aspects qualitatifs qui sont très intéressants. J'ai cité là Sandrine Depeau et Marie-Axel Granier, mais vous verrez qu'il y a d'autres chercheurs dans les sources de ce diaporama. On parle d'une période qui finalement, on peut se dire 10 ans, c'est pas grand-chose, mais une période sur laquelle il y a beaucoup de choses qui se passent pour les enfants, beaucoup d'évolutions, et comme vous en doutez, un enfant à 5 ans, c'est pas pareil qu'un enfant à 15. On a une autonomie et une perception des parents sur l'autonomie qui va évoluer tout au long de cette période-là. Un gamin qui rentre à l'école primaire en CP, il n'a pas les mêmes possibilités et il n'aura pas la même autonomie, y compris du point de vue de ses parents, que lorsqu'il est en CE2 ou en CM2. En sixième, on a un recours dans le milieu rural au transport scolaire qui est un peu généralisé et on a quand même beaucoup plus d'autonomie pour venir au collège, même si c'est pas tout. Enfin, il y a quand même il y a quand même, on va le voir, beaucoup d'accompagnement. On a des questions physiques et cognitives aussi de vulnérabilité qui évoluent. Les enfants, ils grandissent avec l'âge, évidemment. Ils ont un développement sensoriel, cognitif, ils arrivent à mieux gérer leurs émotions. Ils ont une perception du risque qui change aussi. Et en matière de perception, au fur et à mesure qu'ils vont découvrir les déplacements seuls ou accompagnés, ben, en fait, ils vont avoir une perception de leur rue, du quartier, puis plus tard de la ville alentour ou des quartiers connectés à leur propre quartier. Et puis, ils peuvent avoir aussi des différentes perceptions, c'est-à-dire des enfants, par exemple, qui vont prendre le transport scolaire pour aller au collège. Ils vont avoir une vue de leur quartier et peut-être une vue de leur collège, et puis pas forcément de ce qui se passe entre les deux. Mais cette perception, elle va aussi être vécue très différemment selon qu'on est dans un hypercentre urbain, dans des faubourgs, dans des lotissements périurbains, dans un secteur rural. Ça va être vécu très différemment pour eux aussi. Sur cette diaporama, sur cette page de diaporama, vous avez quelques éléments qui ressortent d'une étude de l'IFSTA sur les différentes étapes de développement, 5 à 7 ans, 7 à 8 ans, 9 à 11 ans, et puis bon, il n'y a pas la partie au-delà, mais on voit comment, même à l'école primaire, les choses évoluent progressivement, que ce soit en matière d'autonomie, de connaissance des règles de sécurité, de gestion du risque et des difficultés, de risque à proprement parler, hein, voilà, de tempérament, de développement cognitif et qui a un impact aussi sur le type d'accidentologie, où en fait on voit que jusqu'à 8 ans,
toute façon, comme il y a peu d'autonomie, c'est souvent en tant que passager qu'il y a des accidents. Et 9 à 11 ans, ben, on commence à avoir de l'autonomie et donc forcément une part des accidents qui sont liés aux piétons. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que dès cette période-là, on a des différences genrées qui s'affirment, euh, que ce soit par rapport à l'attitude parentale selon le genre de l'enfant. Euh, pour les filles, on a une crainte d'enlèvement encore plus importante que pour les garçons. On a aussi l'idée trop répandue que les pratiques sportives, c'est plutôt pour les garçons que pour les filles. Donc, par rapport à l'utilisation des modes actifs, on introduit un peu dans le cerveau des filles le fait que le vélo, c'est peut-être pas pour elles, par exemple, ou que la marche un peu trop longue, c'est peut-être pas pour elles. À l'inverse, pour les garçons, on a une attitude qui fait qu'on les considère moins vulnérables et on a tendance à considérer que ben, la prise de risque, ça fait partie de la virilité. Donc, on a une valorisation de la prise de risque pour les garçons alors que c'est plus l'inverse pour les filles. C'est caricatural ce que je vous donne là, mais ça ressort quand même des études sur l'attitude des parents par rapport à leur enfant. Et en fait, quand on fait quand on interroge les enfants sur comment ils perçoivent les adultes, on s'aperçoit que eux-mêmes ils reproduisent les clichés de la femme qui est mauvaise conductrice, alors qu'en fait on sait que c'est réellement l'inverse, et qui respectent les règles, alors que les hommes, comme c'est des bons conducteurs, ils pourraient se permettre de prendre des risques. Et on voit en fait au fur et à mesure que l'âge évolue, ben, que finalement très tôt, on va avoir une différenciation dans le nombre de tués par accident notés. Dès 14 ans, on a 87% des tués qui sont des garçons, et en fait, c'est plus ou moins l'équilibre qu'on va retrouver ensuite à l'âge adulte. Euh, alors, quelques informations sur comment ils se déplacent. Déjà, on a sur des études sociologiques avec des échantillons relativement restreints, mais on a quand même des éléments sur comment les enfants vont à l'école. On voit sur cette étude-là que les choses sont quand même assez différentes selon le secteur. Lorsqu'on est en péricentre, c'est-à-dire pas dans l'hypercentre-ville ou dans des situations de périphérie de la ville, c'est sur ces secteurs-là que les enfants vont le plus souvent tout seuls à l'école, de l'ordre de tiers, hein, entre 30 et 40%. À l'inverse, quand on est en hypercentre-ville, on a un accompagnement qui est quasi systématique. Et on retrouve dans certaines catégories de périurbains un peu plus d'accompagnement. Donc on voit que, et en rural, parce que vous avez complètement à droite, on a une très faible partie aussi d'enfants qui vont seuls à l'école. Globalement, on est sur, selon les études, 35 à 40% des écoles, des enfants qui vont à l'école seuls, alors que dans les années 90, on était plus à 60%. Donc une forte réduction qui est liée à différents éléments, qui est lié, on va le voir, à l'image qu'on se fait des déplacements des enfants, mais qui peut être lié, par exemple, pour le secteur rural, ben, aux fermetures de classes, au RPI, etc., qui amènent à ne pas avoir d'autre solution que d'accompagner les enfants soi-même à l'école aussi. Évidemment, c'est très différent selon qu'on est en début ou en fin d'école primaire. Quand vous voyez 36% en péricentre d'enfants qui viennent seuls, en réalité, il y en a peut-être 50% quand on est en CM2 et 10% quand on est en CP, où on considérera que c'est juste une folie d'envoyer les enfants au CP à l'école, ce qui n'était pas le cas dans les années 80, ce n'était pas forcément aussi vu de la même façon. Et on a à peu près un enfant sur deux qui est accompagné en voiture, y compris sur des distances assez courtes. Si on regarde maintenant l'ensemble des déplacements et pas que les déplacements scolaires, on voit que on a là c'est des données qui viennent de l'enquête nationale transport et déplacement. On voit que en gros on a la marche qui est très présente quand même jusqu'à 14 ans, le vélo qui reste faible mais qui grandit progressivement. Et en fait on voit une grosse différence à partir de 10 ans sur ben, la voiture accompagnée, puisqu'on passe de 52% à 39%, qui bascule en fait principalement sur les transports en commun. C'est l'effet transport scolaire pour aller au collège.
Ce qu'on ne voit pas forcément dans ces chiffres aussi, c'est la part de marche accompagnée ou la part de marche individuelle. Globalement, ça paraît stable entre les deux, mais en réalité, il y a une différence qui s'opère fortement. Euh, donc voilà, à noter quand même, c'est que la forte part de marche des enfants fait qu'il y a une part importante des personnes qui marchent qui sont des enfants. On le verra dans la synthèse juste après. Là, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais quelques informations qui sont issues d'enquêtes ménage déplacement à l'échelle d'agglomération. Donc, quand on parle à l'échelle d'agglomération, on a l'hypercentre, mais on peut avoir des secteurs qui sont relativement ruraux, où vous voyez ici cet effet, le bleu foncé de la voiture qui passe de 60% avant 10 ans à quasiment 40% entre 10 et 15, donc une, une forte baisse, mais qui ne se traduit pas forcément systématiquement sur la marche. Euh, la marche qui a tendance presque à. Enfin, le vélo attendez, le vert, c'est la marche. On part des déplacements en marchant, qui a tendance à réaugmenter légèrement ensuite. Ensuite, je crois qu'ils ont inversé en réalité, c'est pas grave. Euh, sur l'agglomération de Toulouse et de Bordeaux, c'est deux autres éléments aussi qui montrent finalement grosso modo les mêmes choses, même si on n'est pas évidemment au pourcentage près, mais on retrouve de la même façon. Ben là, vous avez 33% de marche entre 5 et 9 ans, ça descend légèrement à 26 pour entre 10 et 14 ans, mais ça, le vélo remonte et puis le transport passe de 6% à 27%, donc c'est surtout lui qui prend la différence en fait de l'accompagnement en voiture. Accompagnement qui va après baisser beaucoup à partir de 15 ans, puis remonter au fur et à mesure des éléments. Donc ça, c'est des données assez récentes sur deux agglomérations importantes. À une échelle très différente, il y a un travail très intéressant qui a été fait par des étudiantes de l'Université de Panthéon-Sorbonne en 2024 sur trois espaces urbains ou non urbains différents, donc à Saint-Denis, à Limoges et dans un petit village du Limousin, si je me souviens bien. Et là, on voit une très grosse différence en fait, hein. On voit à Saint-Denis sur les écoles, sur l'école qui était étudiée, on avait 43% des enfants qui se déplaçaient seuls à l'école et seulement 5% des enfants qui n'avaient pas le droit de sortir seuls dans l'espace public. Alors qu'à Limoges, on basculait directement à 12% d'enfants qui se rendaient seuls à l'école et presque un quart d'entre eux qui n'avaient pas le droit de se déplacer seuls dans l'espace public. Et lorsqu'on est en milieu pour le coup, très rural, ben là, on tombait à 6% d'autonomie des enfants pour aller à l'école et presque un tiers qui n'avaient pas le droit de se déplacer seuls dans l'espace public. Donc, on voit quand même que l'espace urbain joue un rôle très important sur cette répartition-là. En synthèse sur ces éléments, 3 à 3 déplacements et demi par jour, et grosso modo, c'est la moitié qui concerne l'école ou le collège. C'est 12% des habitants, mais au final, compte tenu de l'importance de la marche, c'est 20% des déplacements à pied. Donc, quand on conçoit l'espace urbain, il faut quand même l'avoir en tête, hein. On a une personne sur 5 qui est un enfant dans cet espace urbain, et c'est souvent, on va le voir, ça n'a pas été conçu pour ça. Et une grosse distinction entre 10 ans et en dessous de 10 ans et au-delà de 10 ans, et l'accès au collège qui joue un rôle très important dans l'autonomie des enfants. Un autre élément que je n'ai pas cité jusqu'à présent, c'est les études qui ont été faites sur les générations. Alors, ça date un peu. Au départ, ça avait été fait notamment en Angleterre, dans le pays de Galles, mais ça a été refait à des échelles plus locales en France, là en l'occurrence par l'agence d'urbanisme de Bordeaux. Pardon, je voulais zoomer. Ah oui, ici, pourquoi je passe ici? Voilà. Vous voyez là, par exemple, un exemple où on a les distances parcourues par le grand-père en autonomie enfin, pour ces différents motifs de déplacement, l'école, le sport, les loisirs. On voit qu'en fait, il se déplaçait régulièrement à plus de 2 km. Et sa propre fille, elle, se déplaçait plus ou moins au maximum à 1 km en autonomie. Et puis en fait, le fils, lui, se déplace à 300 mètres en autonomie. Donc on voit quand même une grosse différence. Aujourd'hui, on a un petit peu enfermé les enfants. En réalité,
chez eux ou dans la rue au maximum. C'est une étude qui est assez intéressante. Je ne vais pas m'étendre dessus pour respecter le temps, mais je vous invite à la consulter. J'ai mis les sources. Ça montre aussi pour chaque génération, concrètement, quel était le mode qui était utilisé pour aller sur les différents motifs. Et quand vous avez un pointillé, c'est l'accompagnement. C'est à mon sens très intéressant. Cette étude, elle a aussi montré, là je cite hein, l'étude, les enfants ont déserté la rue en fait comme support de déplacement et comme aire de jeu. Et aujourd'hui, l'autonomie des enfants, elle se fait dans des espaces fermés, dans des squares, dans des parcs de jeux qui sont aménagés, qui sont totalement clos souvent. Ce qu'on voit aussi, c'est que avec les générations, on n'a pas eu une si grande différence dans la gestion du genre. On a toujours des garçons qui sont beaucoup plus souvent autorisés à sortir seuls dans la rue. Ce que l'étude dit aussi, c'est que peut-être le fait qu'on connaît moins les voisins qu'avant, ça pourrait jouer un rôle sur la confiance des parents dans le fait de laisser leurs enfants en autonomie dans le quartier ou dans les environs, la prédominance des écrans qui peut jouer un rôle aussi, mais en fait, quand même, cet aspect de restriction, de division par deux ou par trois de l'autonomie des enfants, c'est arrivé bien avant l'arrivée des portables. Et ce qu'on voit aussi, c'est que même les espaces de nature sont désormais considérés comme hyper dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on craint? Ben, quand on demande, là on repart sur l'étude des étudiantes de M2, quand on demande aux parents et aux enfants ce qu'ils craignent pour venir à l'école, ben, ce qui ressort des parents, c'est l'enlèvement très fortement, c'est l'accident aussi, mais c'est quand même beaucoup l'enlèvement, mauvaise rencontre, ces aspects-là, et c'est ce qui ressort aussi des enfants. Les inconnus, le kidnapping, etc. Alors que, bon, et aussi les aspects d'accidents routiers, alors que si on regarde l'accidentologie et ce type d'événement-là, ben, c'est beaucoup plus médiatisé qu'avant, mais c'est pas plus important qu'avant, et même c'est certainement moins important, en tout cas ce qui concerne la sécurité routière, ça s'est quand même beaucoup amélioré avec les générations. Finalement, quels sont les impacts de cette situation-là euh, et cette réduction de l'autonomie des enfants et cette réduction du fait de se déplacer tout seul en mode actif et notamment à pied. Euh, Déjà, il faut avoir en tête que le fait d'être autonome pour un enfant et d'aller ne serait-ce que tout seul à l'école, ça a un impact sur son développement, y compris sur son bien-être mental. Pour les enfants, se déplacer en autonomie, c'est pas que se déplacer, c'est socialiser, c'est découvrir l'espace qu'il y a autour de soi, c'est s'amuser, c'est introduire un rapport avec la nature, c'est une fierté de pouvoir être seul, de découvrir la liberté. Et c'est aussi, malgré tout, le jeu, c'est un moment de liberté par rapport aux parents. Les parents ne sont pas forcément derrière, ils ne savent pas qu'on a pris ce détour, etc. Et quand on demande aux enfants, ça c'est une autre étude sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas dans leur déplacement en autonomie, vous voyez ce qui ressort en premier, c'est quoi? Les amis, 185 occurrences. En deuxième, ce qui ressort, c'est la nature, 37 occurrences, parler. Et donc, c'est les arbres. Donc ces aspects-là, c'est hyper important pour eux. Et ce qui ressort à l'inverse, effectivement, dans ce qu'ils n'aiment pas, ben, c'est effectivement les voitures, leur vécu, c'est ça. Mais cet aspect de se connecter à ses amis, parler, c'est hyper important pour les enfants. Au-delà de ça, il y a des impacts qui sont sur la santé publique, qui sont quand même assez médiatisés aujourd'hui et qui sont quand même alarmants pour la santé publique, hein. On voit qu'il y a un gros tiers des 6-10 ans et les trois quarts des 11-17 ans qui ne sont pas au standard d'activité recommandé par l'OMS, qui sont de 60 minutes d'activité modérée par jour. Et le résultat, c'est qu'on voit le surpoids se développer, un risque de diabète qui est associé à ça. Il y a des études qui ont été effectuées en Australie, mais aussi en France, qui montrent qu'en fait, on a perdu grosso modo un quart de nos capacités cardiovasculaires et qu'on a des collégiens qui sont en moyenne en moins bonne forme que des retraités de 65 ans actifs sans être sportifs. Alors, je cite l'étude, c'est une façon peut-être un peu choquante de montrer les choses, parce que ça ne veut pas dire que les collégiens sont moins en forme que les retraités de façon globale, puisque les plus de 65 ans ne sont pas tous actifs sans être sportifs, hein. Il y en a beaucoup qui restent assis toute la journée aussi.
mais quand même, ça montre la dégradation des capacités et ça augure de beaucoup de mauvaises choses sur les capacités cardiovasculaires de nos enfants quand ils seront adultes. Euh, Ce manque d'autonomie, il fait aussi qu'on a une surprotection pendant l'école primaire et que quelque part on lâche un peu les enfants au moment d'aller au collège parce que c'est là que ça devient normal dans nos têtes. Et ce qu'on constate, c'est un pic d'accidentologie à 11 ans qui est en partie lié certainement à une autonomie de déplacement qui n'est pas bien assumée. Certainement aussi des distances plus importantes et puis un trajet nouveau au départ. Et peut-être plus récemment, l'usage des téléphones portables. Mais là encore, ce pic-là, ça fait longtemps qu'il est constaté. Donc, il ne faut pas tout mettre sur le dos des téléphones portables aussi. Un autre élément de conséquence, c'est que si on veut travailler sur les modes actifs et la mobilité autre que être tout seul en voiture, ben, c'est dès ce moment-là que ça se prépare. Et en accompagnant trop les enfants, en les laissant trop autonomes, ben, on introduit une peur de l'extérieur. On les incite à se réfugier chez eux devant l'écran. On diminue leur capacité de compréhension du fonctionnement de l'espace urbain, de repérage, et donc on crée des peurs pour plus tard quand ils seront adultes. On les rend un peu plus incapables de savoir rouler à vélo, de savoir prendre les transports en commun, de connaître les risques sur la route. Et finalement, ben, on les incite à reproduire les comportements qu'ils voient de leurs parents, mais de eux aussi, lorsqu'ils seront adultes. Je laisse la parole à Céline pour Alors, comment agir. Bon courage. face à tous ces constats, comment agir? Aujourd'hui, on a plusieurs outils, on va en voir un panel ensemble. Avant vraiment de se poser la question quels outils on utilise, déjà il faut imaginer quels sont les acteurs qu'on va mobiliser, sur quel champ on va agir. Comme l'a dit Géraud à l'instant, il y a la question de la mobilité scolaire, mais on voit bien que la problématique elle est beaucoup plus large, hein. On parle vraiment de conception de la ville adaptée à la mobilité des enfants et adaptée à la mobilité tout court. Donc déjà sur la question de la mobilisation, on a on va dire trois grands groupes d'acteurs, hein, qu'on peut mobiliser et qu'il faut mobiliser même ensemble, qu'il faut, je dirais, à un moment donné, faire travailler de façon un peu systémique. Le premier groupe, ça va être vraiment le groupe plutôt de la sphère privée. On va voir ce qu'on appelle l'autorité parentale et on voit que l'autorité parentale aujourd'hui est un frein en effet à la mobilité des parents parce que elle est vraiment régie par des peurs et donc il faut travailler avec ceux qui aujourd'hui, je dirais, limitent la mobilité des enfants, notamment à l'extérieur dans l'espace public. On a aussi bien sûr le personnel enseignant, les accompagnants, les associations, enfin tous ceux qui travaillent au contact avec les enfants et qui ont un rôle à la fois éducatif, de sensibilisation, enfin qui vont pouvoir aussi agir auprès des enfants sur cette question de l'autonomie, de la mobilité. Et bien sûr, il y a les pouvoirs publics, les organismes publics qui aujourd'hui mettent à disposition, je dirais, des moyens, aménagent les territoires et donc vont être pourvoyeurs, je dirais, de conditions favorables à la mobilité des enfants. Et bien sûr, ces trois grands groupes d'acteurs vont travailler sur la question de la mobilité des enfants avec les enfants. Il ne s'agit pas de travailler entre adultes et entre sachants, entre guillemets. Il s'agit bien sûr de mobiliser les enfants pour travailler avec eux, écouter, entendre, mais on va le voir après, leurs besoins en fait. Et on va donc agir sur deux grands champs, la mobilité scolaire et la conception de la ville, avec des outils, des méthodes, une approche, donc des outils plutôt sectoriels et parfois des méthodes, des approches beaucoup plus englobantes qui permettent d'accompagner et de ramener les enfants vers la mobilité, les mobilités douces, les mobilités actives comme la marche et le vélo. Alors, on va travailler sur différents registres que je vais du coup dérouler en suivant. Il va y avoir bien sûr le registre de l'éducation, la sensibilisation. Ramener justement les enfants vers la marche et le vélo, c'est leur apprendre à se déplacer. Comme l'a dit Géraud tout à l'heure, il y a les notions de perception, d'aisance sur l'espace public. C'est une manière aussi, donc en termes
de compréhension de comment on se déplace et pourquoi se déplacer et ce que ça leur apporte. C'est une manière d'éduquer, de sensibiliser les enfants, mais aussi de rassurer. Et on va voir qu'on va vraiment agir sur ces deux champs-là. C'est à la fois accompagner les enfants, mais aussi accompagner, je dirais, la confiance que vont accorder les adultes. Je dis les enfants, mais on l'a vu aussi, hein, c'est aussi la sphère éducative et le pouvoir public. Accompagner les enfants dans la remise en autonomie, en fait, sur leur déplacement du quotidien, que ce soit vers l'école, mais aussi pour les autres motifs. Donc il y a vraiment cette sphère d'éducation, de sensibilisation. Il va y avoir bien sûr tout ce qui est apprentissage et la pédagogie sur ces apprentissages. On va trouver bien sûr tout ce qui est équipement, ce qu'on va proposer comme solution finalement aux enfants, et puis de façon plus globale, ce qui permet d'assembler tous ces aspects-là, c'est vraiment l'aménagement des espaces pour permettre ces mobilités-là. Donc, je vais commencer d'abord sur tout ce qui est éducation, sensibilisation. Donc, je vais passer plusieurs outils. Je ne vais pas m'apesantir sur chacun des outils dans le détail, mais c'est pour donner un petit peu un panorama, pas non plus complètement exhaustif, mais de tout ce qu'on peut mobiliser hein, pour éduquer, sensibiliser, aménager, équiper et former, éduquer les enfants et les adultes. Donc d'abord, sur l'aspect éducation, donc sensibilisation, en termes d'outils de sensibilisation, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut mobiliser des outils ludiques comme les pièces de théâtre, les films. Ici, on cite deux compagnies qui travaillent sur ces sujets-là. Il y en a d'autres. Hein. La compagnie Avant d'ouvrir qui a réalisé une pièce de théâtre avec un livret pédagogique qui s'appelle Le mystère du prince qui ne venait pas, qui parle justement de la mobilité et du choix des modes de déplacement et des impacts environnementaux de la mobilité. Il y a aussi la compagnie La Luba hein, qui travaille aussi sur cette question. Alors, c'est très orienté environnemental, mais du coup, justement, c'est cette sensibilisation que l'on fait de façon générale sur les aspects, les impacts environnementaux de nos gestes au quotidien qui va aussi influer le rapport des enfants à leur mobilité et puis qui va influer aussi auprès des parents, auprès de la sphère éducative autour d'eux, où ils vont être en capacité de dire mais moi je veux me déplacer de telle façon parce que je sais que c'est bon pour moi, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour nous de façon globale. Donc il y a ces outils qu'on peut mobiliser, soit par les collectivités, il y a des collectivités qui font appel à ces compagnies pour pouvoir diffuser un petit peu des messages de façon agréable et pédagogique. La sphère éducative peut aussi mobiliser ces outils-là. Et bien sûr, en tant que, je dirais, parent, autorité parentale, on peut aussi emmener les enfants voir ces pièces, voir ces films pour les sensibiliser au sujet. Donc ça, c'est un peu un premier point. On va trouver aussi des temps forts, des événements, des animations sur lesquels justement on ramène. Alors là, on est vraiment à la fois sur la sensibilisation, mais aussi sur déjà de l'apprentissage. On amène les enfants à se déplacer à vélo, à pied. Ici également deux exemples. Hein. Allons-y à vélo, Aliav, qui permet aujourd'hui pour les établissements d'enseignement de se saisir d'un événement pour justement amener les enfants à venir à l'école en vélo, sensibiliser les parents, sensibiliser les écoles, le périscolaire, ainsi de suite, et donc challenger un petit peu de façon ludique les enfants sur la venue à l'école à vélo. On va trouver aussi des événements publics, comme par exemple Carnavélo à l'Espinasse, où ils proposent un carnaval à vélo, où les enfants viennent déguiser, customisent leur vélo, et il y a une déambulation, une découverte du territoire à vélo. Donc dans le cadre d'un événement festif, on voit comment on peut avoir un rôle éducatif, un rôle de sensibilisation qui montre que finalement, se déplacer, notamment dans le cas présent à vélo, c'est possible à plusieurs ou même seul, et ça permet de découvrir justement les bons itinéraires et d'avoir un événement qu'on partage avec des voisins, avec les gens qui habitent la commune, et de, je dirais, désacraliser une mobilité à vélo qui parfois est vécue insurmontable.
On va avoir aussi d'autres outils. Alors, on est toujours un petit peu sur cette notion ludique, pédagogique, avec le jeu, en fait. Aujourd'hui, il existe des jeux. Alors là, je cite par exemple Robin Desvilles qui a développé un outil qui s'appelle Mobiliton. On peut citer aussi la métropole de Lille, qui a développé un outil qui est sur la route de l'école. Donc, c'est des outils de sensibilisation qu'on peut mobiliser dans la sphère de l'apprentissage, que ce soit, je dirais, à l'école, au temps périscolaire, mais aussi peut-être dans des médiathèques. Enfin voilà, différents endroits, on peut mobiliser ces jeux-là pour expliquer aux enfants et aux accompagnants comment on peut se déplacer sur l'espace public et quel est l'impact de nos déplacements de façon assez aisée. Alors, c'est des jeux qui sont très différents. Mobiliton, c'est vraiment cette notion de mobilité, comment on rend la mobilité, je dirais, possible pour tous, avec cette notion d'égalité en fait face à la mobilité, comment on transforme aussi le territoire pour se déplacer et rendre un accès égal au territoire pour tous. Sur la route, c'est plutôt comment on amène les enfants à moins de 10 ans à se déplacer, comment eux-mêmes ils mesurent leur déplacement, ils imaginent leur déplacement pour aller à l'école et du coup comment on les fait construire ce déplacement-là. Et du coup, cette construction les amène à penser leur déplacement, à imaginer leur déplacement et les rend déjà autonomes sur la construction finalement de leur mobilité. Donc on peut faire appel à des outils comme ça, à des kits pédagogiques pour appréhender la question de la mobilité pour tous et déjà commencer à rentrer dans l'autonomie, la construction de la sphère psychologique, je dirais, par rapport à la mobilité du quotidien. Voilà sur les aspects de sensibilisation. Alors après, on a vraiment l'apprentissage lui-même concret, comment on amène les enfants sur un vélo, comment on amène les enfants à marcher. Ça peut paraître tout bête, mais on voit il y a comme une notion de sécurité qui est très importante. Donc il faut permettre ces apprentissages-là qui vont permettre aux enfants de se sentir à l'aise, autonomes dans cette mobilité et qui va rassurer en effet les adultes en fait pour les laisser se déplacer seuls. On a plein d'outils. Alors le plus connu, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le SRAV, dans son acronyme, c'est le savoir rouler à vélo, et qui est un outil qui a été mis en place que je vais développer rapidement après, qui permet vraiment de mettre, je dirais, en selle les enfants. Ce qui était peut-être naturel il y a 20, 30 ans, 40 ans, rouler, c'était comme marcher quasiment. On mettait les enfants sur un vélo très tôt. C'est plus quelque chose d'aussi évident aujourd'hui. Donc, on propose des parcours d'apprentissage du vélo. Et dans ce parcours d'apprentissage du vélo, on va voir, il y a différentes choses. Au-delà de ce dispositif qui a été mis en place et qui est proposé aujourd'hui un petit peu partout sur nos territoires, il y a aussi des choses plus ponctuelles qui peuvent être mises en place comme des parcours d'orientation, des sorties scolaires qui permettent aux enfants d'apprendre à se repérer dans l'espace, à avoir en effet au niveau cognitif des repères et une façon d'appréhender et de savoir où ils vont, tout simplement, et d'être en autonomie sur le savoir, justement, marcher et se repérer dans l'espace. On peut aussi imaginer, et il y a des établissements scolaires qui le font, dans le cadre de sorties, classes découvertes, classes vertes, on peut amener les enfants à se déplacer à vélo ou à marcher également, et qui est une forme d'apprentissage collective entre enfants et avec la sphère éducative qui va leur apprendre en effet le code de la route, qui va leur apprendre aussi l'autonomie sur ces aspects-là. Et puis on a des petits outils, un petit peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure d'un point de vue culturel, le théâtre, les films. On a aussi des petits outils pédagogiques qui permettent aux enfants de prendre en main leur mobilité. Donc, si on revient un petit peu sur ces différents outils rapidement, donc il y a le savoir rouler à vélo qui est en effet développé depuis 2018, qui a permis de former un volume très important, hein, plusieurs dizaines de milliers, on parlerait de centaines de milliers d'enfants qui ont été formés
dans le cadre de ce savoir rouler à vélo, qui concerne les enfants de 6 à 11 ans. Donc on voit que c'est vraiment à partir de la primaire, on va commencer, ce que disait Géraud, commencer à laisser les enfants un petit peu plus en autonomie dans leur déplacement, au moins domicile-école. Donc il est important de les mettre en autonomie sur un vélo. Et donc on a un programme constitué de 3 blocs. Bien sûr, le premier tout bête qui est de savoir pédaler, conduire un vélo. Ensuite, qui est de savoir circuler, qui est encore autre chose, hein. C'est comment on respecte en effet le code de la route, comment on se positionne sur la route, comment on a les bonnes attitudes, les bons gestes. Et puis après, c'est vraiment le savoir rouler, c'est comment on se déplace sur un petit peu de distance, hein. Comment on se repère, comment on sait se diriger sur l'espace en fait à vélo. Donc ces 3 blocs permettent en effet de rendre les enfants autonomes. Alors après, il y a la conduite elle-même qui va permettre de conforter ces 3 blocs et cette autonomie à vélo. Mais en tout cas, ces 3 blocs permettent d'amener les enfants sur le vélo. On leur donne une attestation, hein, c'est comme un permis. Et ça, je dirais, c'était déjà des choses, il faut le savoir, qu'on faisait il y a 40 ans. Il y avait déjà des apprentissages, notamment dans le cadre de l'école, comme la natation ou comme d'autres pratiques sportives et de mobilité qu'on apprenait aux enfants et qui reviennent donc en force aujourd'hui pour rendre les enfants autonomes sur la mobilité du quotidien et là en l'occurrence à vélo. Donc aujourd'hui, c'est des formations qui existent encore, qui ont été donc dont les territoires se sont saisis et qui sont rendus possibles jusqu'à la fin de l'année 2025, car il faut savoir que c'est un dispositif encadré par ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, les C2E, et donc on peut encore, sur les territoires qui se sont saisis de ces dispositifs, continuer à former les enfants cette année, jusqu'au mois de novembre. Donc, ce que je disais, il y a des aspects parcours d'orientation, sortie scolaire. Par exemple, dans le cadre d'une classe découverte, on peut organiser et former les enfants. Alors, généralement, il y a du savoir rouler à vélo pour préparer les enfants. Et ensuite, on les emmène en classe verte, par exemple, et on propose un accès au centre d'hébergement, par exemple, à vélo. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc, ça nécessite aussi tout un dispositif des adultes, avoir des adultes qui sont formés à l'encadrement, avoir des adultes qui sont là pour expliquer aux enfants comment on se déplace à vélo. Mais on peut faire ça aussi sur des parcours d'orientation à pied, où on apprend aux enfants à se repérer, à savoir marcher. Alors, généralement, les parcours d'orientation, ils sont faits en milieu naturel, mais on peut aussi imaginer avoir une partie en ville, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain, donc d'apprendre aux enfants à se déplacer à pied, en autonomie et à se repérer dans l'espace. Enfin, on a ces petits outils. Alors là, ici, on vous cite aussi des petits outils qui sont mis en place, notamment par la sécurité routière. C'est Elliot le pilote. Vous verrez, il y a un ensemble de petites fiches qui permettent d'apprendre aux enfants sur les aspects de code de la route et de bonne conduite, comment on se déplace en tant que piéton, comment on se déplace en tant que cycliste. Il y a même des petits outils pédagogiques où il y a des petits QCM, il y a des petits jeux, voilà, des petits livrets qu'on peut diffuser auprès des enfants en tant qu'autorité parentale, en tant que, je dirais, enseignant, ainsi de suite, qui permettent voilà, de se saisir de ce sujet-là. On a cité par exemple la ville de Tournefeuille qui a mis en place, dans le cas d'Ayab, le carnet de l'écolier à vélo. Je crois qu'on est en train de déborder un petit peu du On temps. déborde, alors on va se dépêcher un Je crois peu. que c'est ma faute hein, d'ailleurs. Alors, on va passer sur le troisième volet qui est équiper, aménager, donner les moyens. Bien sûr, on l'a compris, il y a ces petits outils qui permettent donc d'avoir une pédagogie, un enseignement sur comment on se déplace. Bien sûr, il faut mettre en place un dispositif, un substrat, et des aménagements qui permettent aussi de se déplacer, de rendre l'espace public accessible, mais aussi qui donnent envie aux enfants de se déplacer, qui donnent envie aux parents et je dirais aux adultes de laisser les enfants se déplacer. Donc pour ça, il va falloir construire, penser l'espace public pour et avec les enfants. On va travailler sur les équipements, les dispositifs, les aménagements.
D'abord, sur tout ce qui est équipement, dispositif. Alors, j'en cite plusieurs qui sont quand même très connus aujourd'hui. Et surtout, je laisserai la parole ensuite à la communauté de communes Piège-Lauragais-Malpère pour parler de cela, parce que je pense que leur retour d'expérience est ce qu'il y a de plus parlant. On a les pédipus ou carapates, hein, qui sont des circuits de déplacement à pied. On va avoir les Rosalie, les vélobus, les caracycles, les vélus, petits véhicules légers. Avec quelques exemples ici. On a les calèches, les véhicules hippomobiles, hein, avec des chevaux ou des ânes ou des poneys qui permettent de véhiculer des groupes d'enfants. Donc là, on est vraiment sur la sphère des déplacements domicile-école. Organiser le déplacement des enfants, ça passe par là. On a quand même ces dispositifs-là qui permettent d'amener les enfants à appréhender aussi l'espace autrement qu'en voiture ou qu'en transport scolaire motorisé. On va avoir bien sûr cette notion vraiment essentielle sur laquelle je vais m'appesantir un petit peu d'aménagement de l'espace public. Comment en effet rendre l'espace public accessible et désirable pour les enfants. Il y a vraiment tous les aspects de sécurité au bord des établissements scolaires, d'enseignement, au bord des espaces publics, des équipements publics. On va réduire les vitesses, augmenter la visibilité, sécuriser les traversées bien sûr. Il y a tout ce qui va favoriser la marche. Donc, la qualité des espaces publics qu'on propose, des espaces qui sont sécurisés, des espaces qui sont éclairés, mais c'est aussi des espaces où on va trouver des idéaux de fraîcheur, je dirais dans un contexte de changement climatique, de pic de chaleur l'été. C'est important d'avoir ça pour que les enfants puissent se déplacer dans de bonnes conditions. Il y a l'aspect réintroduire la nature en ville, le végétal, pour que les enfants, je dirais, s'émerveillent et prennent plaisir à observer ce qu'il y a autour d'eux. Hein. Des espaces minéraux aujourd'hui ne sont pas du tout des espaces propices au déplacement des enfants et au déplacement de tous de façon globale. Et bien sûr, pour le vélo, il va y avoir tout ce qui est itinéraire dédié, aménagé, adapté, et bien sûr le stationnement, les conditions d'accueil qu'on va proposer sur l'espace public et dans les équipements privés pour que les enfants puissent stationner leur vélo. C'est vrai aussi pour la trottinette d'ailleurs. Hein. Comment on rend ces espaces en effet désirables pour les enfants? C'est les rendre ludiques. C'est faire de l'espace public un espace de jeu, de liberté, d'émancipation. J'ai l'évoqué, les enfants aiment parler, aiment s'amuser sur leurs déplacements et il faut leur permettre cela sur leurs déplacements du quotidien. Donc là, c'est un petit graphique que je ne vais pas reprendre, qui a été produit par Nantes Métropole, qui montre la notion vraiment complémentaire de sécurité et d'ambiance. L'aspect qualitatif des aménagements doit conjuguer ces deux aspects-là, en fait. Là, on l'a autour des écoles. Je le reprends ici par des illustrations pour montrer vraiment comment, par exemple, la ville de Toulouse a mis en place des itinéraires et des aménagements vers les écoles, aux abords des écoles, avec bien sûr des signalétiques, des rues des écoles où on va fermer, je dirais, les accès routiers aux abords d'école, aux horaires d'ouverture et de fermeture de l'école. Les aspects visuels, en fait, qui permettent à la fois de canaliser les pratiques des adultes, mais aussi les pratiques des enfants. Et puis le côté ludique, on va avoir des marquages au sol un peu pédagogiques qui amènent sur des espaces d'attente près des établissements scolaires, mais aussi près des équipements, les enfants à s'amuser, à jouer, à se sentir dans un espace qui leur convient, qui est adapté à eux. Donc ici, c'est le principe, bien sûr, de la règle des écoles qui est rappelé avec le fait qu'on va diminuer le trafic automobile autour des espaces scolaires. Bien sûr, ça va sécuriser, on va favoriser, bien sûr, l'arrivée à l'école à pied, à vélo, en trottinette. On va amener du confort, de la sécurité et un sentiment rassurant et valorisant, que ce soit pour les enfants et pour les adultes. Je vais terminer sur ces deux points. Vraiment, c'est l'aspect penser la ville et surtout mettre à contribution les enfants sur la manière dont on pense la ville. Donc pour ça, il y a tout un processus qui est bien expliqué dans différents ouvrages. Là, ici, on cite bien sûr La ville des enfants par Francesco Tonucci, qui est un chercheur italien en psychologie, qui a expliqué un petit peu quels sont les processus en effet de mobilisation des enfants et de réflexion des enfants, comment on les écoute. Alors déjà, il faut leur expliquer comment on construit la ville. Ensuite, il faut savoir les écouter, les mettre à contribution sur l'expression de la ville qu'ils souhaitent. Et puis, il faut trouver les bons outils
pour, bien sûr, à la fois en tant qu'aménageur, mais aussi, je dirais, en tant que ergonome, paysagiste, ainsi de suite. On va mobiliser des outils qui permettent de retranscrire à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue, bah, je dirais, pratique, ce que les enfants attendent, en fait. Ici, on montre quelques exemples de collectivités, en effet, et il y en a plein, hein, qui ont mobilisé des outils pour faire penser la ville aux enfants. Ici, il y a un petit exemple de Viens jouer dehors, qui a été un exercice avec deux écoles sur un itinéraire à Toulouse, qui est la Grande Rue Saint-Michel, qui est en cours de réaménagement, où on a fait jouer les enfants sur comment vous imaginez cette Grande Rue Saint-Michel qui est en cours d'évolution, comment vous voulez qu'elle soit demain pour que vous puissiez jouer sur cet espace et venir à l'école autrement, et notamment en vous amusant. Un autre exemple sur le Grand Besançon qui a fait penser la ville aux enfants dans le cadre du PLUIHD, hein, plan local d'urbanisme intercommunal, comment eux, ils imaginent la ville de demain, comment ils la veulent, avec notamment ce volet mobilité, mais pas que en fait. Et bien sûr, on ne peut que citer l'origine de ce qu'on appelle la ville à hauteur d'enfant, la ville de Bâle, qui a vraiment porté une réflexion de fond sur le sujet avec différents principes de base et qui permettent de penser la ville de demain à hauteur d'enfant. Alors, il l'appelle la ville de Bâle du point de vue des enfants à 1,20 m. Et à ce sujet, l'ADEME a porté une réflexion de fond en analysant 13 projets inspirants qui ont permis d'évaluer l'impact des espaces publics conçus pour les enfants, qui permettent d'améliorer la vie de tous, en fait, finalement, et qui permettent d'améliorer, en effet, l'appréhension des espaces et la pratique des espaces pour les enfants. Donc, je vous invite vraiment à aller sur ces documents-là. Je rajouterai, parce que j'ai oublié de le mettre, je rajouterai bien sûr le lien qui permet d'aller sur ces documents qui sont des documents sources vraiment intéressants. Je vais conclure avant de passer la main, parce que c'est vraiment intéressant qu'on passe du temps sur le retour d'expérience de la communauté de communes de Piège-Lauragais-Malper, mais il faut bien avoir à l'esprit que la présence des enfants dans la rue, c'est aussi un indicateur de qualité urbaine. Donc penser la ville pour et avec les enfants, c'est penser la ville de demain pour tous, dans des notions de santé, d'inclusivité, de qualité de l'air, de sécurité. Voilà, je vais terminer et je vais vraiment passer la main à Brice et Elliot pour présenter leur retour d'expérience. Bonjour. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir sur cette webconférence. Donc, je suis Brice Asensio, vice-président en charge de l'environnement, de la transition énergétique et de la mobilité, et je suis avec. Elliot Jacot, donc chargé de projet mobilité durable à la communauté de communes Piège-Lauragais-Mallepère et puis un petit peu la communauté de communes voisines, mais on va y revenir tout de suite après. Donc, du coup, voilà. Tout commence d'abord par une initiative locale qui a été portée par la ville de Bram et un élu en particulier qui est André Catala, qui avait très très à cœur de développer les questions de mobilité, surtout chez les jeunes. Donc ça fait plusieurs années que la commune paye des vélos aux enfants de 10 ans sur la commune. Ils avaient mis tout un tas d'actions en place autour de Méa Vélo, en particulier à partir de 2024. Et ils ont créé également une association qui s'appelle EcoBramenco, qui n'est pas que sur la mobilité, mais qui est sur tous les enjeux environnementaux, mais avec un fort quand même axe sur les vélos. Et l'année dernière, ils ont expérimenté avec des bénévoles Vélobus, voilà, où il y a un ramassage scolaire organisé avec des parents volontaires et des bénévoles formés pour aller dans différents points de la ville, faire ce ramassage, amener les gamins jusqu'à l'école. Donc, ben, ils se sont dotés un petit peu de matériel, ils ont fait des formations un peu juridiques, ils ont commencé à collecter des fonds et se faire accompagner. Et c'est lors d'un déplacement avec André Catala aux rencontres TEPOS, alors tout départ au Monde du Lyonnais en 2021, que on a commencé à réfléchir avec le lien avec la communauté de communes. Donc du coup, si on peut passer à la slide suivante, hein. Oui. Donc ce premier travail en 2021, on s'est dit avec André, c'est celui qu'on voit sur la photo qui pilote là, le Woody Bus, comment la communauté de communes pourrait
pourrait s'investir dans cette démarche pour avoir une vision plus territoriale. Donc, on a commencé à réfléchir avec André, puis on est retourné ensuite aux rencontres TEPOS au Mont du Lyonnais, c'était en 2023. Et là, on a suivi un atelier Teams, voilà, sur la mobilité durable et inclusive. Et en rentrant sur l'autoroute, on avait 5 heures de route, on a refait le monde pendant 5 heures avec André, avec les personnes qui étaient dans le bus à se dire, mais c'est peut-être l'occasion ou jamais d'enclencher une véritable dynamique et de répondre à différents appels à projets. Donc, on a travaillé tout au long de l'hiver 2023-2024 sur un diagnostic territorial. Et avec ce diagnostic territorial, on a vu quand même que la jeunesse et les seniors étaient deux enjeux sur lesquels on pouvait vraiment avoir un impact fort pour remettre les personnes en selle. Du coup, on a répondu donc à l'appel à projet de l'ADEME à Vélo 3 et on a répondu à l'appel à projet Teams qui était porté par le réseau Clair au mois de février 2024. On a été lauréat des deux appels à projets au printemps 2024, ce qui nous a permis après de lancer une démarche d'expérimentation. Alors, le temps que tout se mette en place, ça s'est pas fait pile poil à la rentrée de septembre 2024. Ça s'est fait tout au long de l'automne, entre septembre et novembre. Et donc, on a réussi à mettre en place ces outils alors, le Woodibus que vous avez ici, il y en a deux sur le territoire aujourd'hui, et d'avoir à terme la volonté d'aller sur d'autres communes. Donc là, il y a une autre commune un peu plus petite que Bram, Belle-Pêche, sur laquelle on aimerait bien aller dès la rentrée prochaine. On travaille avec la Madame le maire sur ce déploiement d'outils. Donc peut-être qu'on rachètera de nouveaux outils. Peut-être qu'on va vendre cela à la mairie de Bram et en racheter d'autres. Il y a tout un travail qui est en cours là-dessus. Et en même temps, ben voilà, il faut qu'on forme des bénévoles, il faut que nous, on se forme. Il y a un cadre juridique qui n'est pas simple aujourd'hui à gérer là-dessus, mais bon, peut-être qu'on va s'attarder un peu plus avec Elliot. Donc, on peut passer à la slide suivante. Oui, tout à fait. Donc, au quotidien, on est donc un service mobilité de 4 personnes réparties sur ces deux communautés de communes. Et puis, une des toutes premières actions à notre arrivée, qui est assez récente, hein, puisque c'était au mois d'octobre, c'était la mise en place, le soutien vraiment au vélobus qui était déjà en cours de fonctionnement par l'association, mais de leur apporter le soutien. Et puis, ce véhicule, le Woodibus qu'on a à l'écran, pour cadrer un petit peu tout ça et puis renforcer un petit peu le fonctionnement de ce vélobus Bramais qui avait été initié quelques mois plus tôt. Et donc, on a déjà quelques premiers retours plutôt positifs. On a une trentaine d'enfants qui sont amenés chaque jour à l'école. Donc, il y a deux véhicules comme celui-ci qui permettent de transporter 8 enfants. Et puis, les autres enfants circulent avec leur propre vélo derrière. Quelque chose d'un peu inattendu, c'est qu'on n'a pas eu de baisse de fréquentation l'hiver, très peu finalement. Donc c'est aussi un peu un retour qu'on imagine plutôt lié à la Rosalie. On se dit voilà, ça motive vraiment de pouvoir l'utiliser. Et puis autre chose que nous ont rapporté les enseignants, c'est qu'on a des élèves qui sont plus disponibles pour l'apprentissage, qui arrivent finalement bah, voilà, prêts pour l'apprentissage à l'école le matin, qui est assez différente quand on arrive en voiture avec le stress que ça représente et puis un peu moins ce sas de décompression entre la maison et l'école. Et puis on inspire, enfin, ça a généré quand même quelques discussions dans les différents réseaux dans lesquels on est. On a eu le plaisir d'aller présenter ce qu'on fait, notamment ce vélobus au centre social Escale de Marguerite et puis au CIVAM Torre Montagne, ce qui était l'occasion d'échanger pas mal avec eux et puis de montrer ce qu'on fait. Et dans les échanges, on arrive très souvent sur la question des contraintes juridiques. Juste une question là, qui se pose, c'est le Woodibus, il est piloté par un agent communal, intercommunal, bénévole. Alors le Woodibus, il est piloté tous les jours par des bénévoles de l'association. Ok. Voilà, on a souhaité que ça reste comme ça, puisque si ça avait été un agent technique, il y a toujours le risque du jour où on n'a plus le financement, puisque ce financement à vélo s'arrête en 2027. Donc là, le fait qu'on ait des bénévoles sur place qui soient motivés, c'était parfait. On a essayé de maintenir la dynamique, euh, d'où l'accompagnement un peu fort qu'on a derrière.
Après, il y avait une contrainte aussi, c'est qu'on on n'a pas la compétence mobilité. Aujourd'hui, on l'a pas reprise. C'est toujours la région qui a la compétence sur la mobilité. Donc, pour mettre en place ce système de transport des enfants, il a fallu qu'on trouve un premier biais, c'est de dire que c'est avant tout une expérimentation qui est là sur 3 ans à l'échelle de l'intercommunalité. Donc, Bram, parce que Bram, c'était le bourg-centre, c'était facile, il y a déjà une politique qui était mise en place. Et pour s'éviter des embêtements, tout le concept de cet essai avec le Woodibus, c'est de se dire que c'est les parents qui sont à la maîtrise de ça. Donc c'est l'association qui a vraiment fait un travail avec les parents pour que les parents s'emparent du sujet. Et donc parmi tous les bénévoles, on a quelques retraités, mais on a aussi des parents qui tous les jours se relaient. Ils ont un groupe WhatsApp et ça permet justement de faire ça. Donc c'est vraiment sur la base du bénévolat. Nous, après, on donne une subvention à l'association ben, pour ses frais. Là, on leur a payé avec pour un temps des cache-cols, on leur paye des vestes, on leur paye des chasubles, mais il y a du temps de formation. Là, en fin d'année, on va se faire un plaisir, on va se faire un petit repas tous ensemble, bénévoles, élus et techniciens, voilà, pour continuer à travailler ensemble. Voilà, c'est du bénévolat, mais on espère qu'à terme, on pourra structurer plus de services. Merci beaucoup. Et effectivement, du coup, c'est ces contraintes juridiques-là, à la mise en place d'un vélobus, c'est souvent le premier frein, c'est oui, mais est-ce qu'on peut, comment ça va se passer, les assurances, etc. Donc, on joue un petit peu sur les mots. Enfin, il faut trouver la bonne case qui va bien. Donc, typiquement, on n'a pas la compétence mobilité, donc c'est une expérimentation, ce qui nous permet de faire ce qu'on veut. C'est pas un transport scolaire, c'est un réseau d'entraide entre parents d'élèves. Ce qui change tout, c'est que du coup, l'élève reste sous la responsabilité de ses parents, puisque c'est pas un transport organisé. Euh, L'association a souscrit une assurance responsabilité civile tout de même pour voilà protéger quand même les bénévoles. Donc c'était forcément un contrat un peu sur mesure. On les a accompagnés dans la démarche. Et puis finalement, notre accompagnement, il se matérialise aussi par une convention qui est tripartite entre la ville, la communauté de communes et l'association, qui permet un petit peu de voilà remettre tous ces éléments-là sur le papier et les sécuriser. Ensuite, il y a la question des contraintes matérielles, qui pour le coup n'est pas une vraie question, puisque la Rosalie, alors c'est un vrai atout hein, pour communiquer sur le service, pour faire adhérer les enfants. On se rend compte que vraiment il suffit de la poser dans une cour d'école et de faire quelques tours avec, et les enfants veulent absolument pouvoir aller à l'école avec. Ça fonctionne assez bien. Puis on se dit que c'est par là aussi qu'on arrive derrière à motiver les parents aussi. On a aussi une petite remorque qui a été donnée par l'assureur en l'occurrence, qui était bien utile puisqu'on s'est rendu compte un peu après coup qu'on manquait de place pour les cartables sur la Rosalie. Ça fait aussi partie de l'expérimentation. Et puis, oui, comme disait Brice, on a fourni des gilets réfléchissants, les casques, etc., tout le minimum pour la sécurité et puis pour le confort des bénévoles. Mais finalement, tout ça, c'est pas vraiment nécessaire. Ça fonctionnait déjà plutôt bien avant qu'on intervienne, et puis ça continue à fonctionner aussi avec le matériel que chacun peut apporter par ailleurs. Donc la Rosalie et cet investissement qu'on apporte, c'est un vrai plus pour faire décoller le service, mais c'est pas vraiment fondamentalement essentiel. Et donc la question, c'est pour la suite. Donc la mise en service de la Rosalie et le décollage un peu du vélobus à Bram, c'était en octobre. En courant février, on a rassemblé quelques retours d'expérience. On a eu aussi un petit éclairage médiatique sur ce service et donc on en profite pour en faire parler autour de nous. Et notamment, courant mars, on a profité de la remise des attestations du savoir rouler à vélo à Belle-Pêche pour amener la Rosalie et la faire essayer aux enfants, pouvoir commencer à initier une discussion entre les parents d'élèves. On va profiter d'un gros événement qu'on organise pour Mai à vélo, puisqu'on part 15 jours en itinérance sur le territoire et on fait une journée complète à Belle-Pêche. Donc, on va en profiter pour pouvoir échanger avec eux, se mettre autour du véhicule et puis recueillir quelques avis, les contacts de quelques personnes intéressées. L'idée étant que en juin, on arrive à avoir une rencontre des parents d'élèves de Belle-Pêche qui permettent d'initier la création d'une association comme on l'a eu à Bram pour pouvoir lancer le service dès le mois de septembre et la rentrée scolaire. Voilà. Et du coup, comme maintenant le Loudibus, il est très présent, tout le monde le voit, tout le monde en parle. Au tout départ, quand on avait commencé à travailler les enjeux de mobilité à l'échelle intercours, on avait demandé à des communes qui étaient intéressées par ces démarches-là.
forcément, par mes connaissances de l'enjeu de la mobilité des jeunes et des seniors, très très peu de communes avaient levé la main. Et aujourd'hui, maintenant que tout le monde voit l'entrain que ça va, que le discours des pilotes, je reprends souvent André Pujol, qui est un des conducteurs, qui lui, il est retraité, mais il n'a jamais été aussi heureux de sa vie de participer à ça, de voir le sourire des gamins. Et donc, du coup, ça a été porteur. Et maintenant, on a des communes qui se disent, ah oui, mais on a raté le coche, est-ce qu'on peut revenir dans la démarche? Donc, on va travailler avec ces communes-là. Mais vraiment, le fait de montrer un exemple, de voir que cet exemple-là fonctionne, on voit tout l'intérêt que ça peut avoir pour les autres communes. Et pareil pour le SRAV. Le SRAV, initialement, il y avait que deux, trois communes sur le territoire hein, qui payaient le SRAV pour les élèves de leurs écoles. Et on s'est dit que ben, dans un souci d'équité territoriale, parce que des fois, les coopératives scolaires ou les communes, parce que c'est des RPI avec peu de moyens, ne pouvaient pas proposer le SRAV. On l'a repris à notre compte. Et donc, maintenant, c'est la communauté de communes qui paye le SRAV pour les écoles. Et on n'a pas, alors, pas foufou le gap qu'il y a eu, mais on est passé de trois communes à six. Et pour moi, c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'on a des communes qui n'y allaient pas, qui y vont, et on espère que dans les années futures, si le principe du SRAB est maintenu avec l'accompagnement des C2E se maintient, on pourra potentiellement augmenter pour arriver à toucher les 12 écoles du territoire. Donc il y a l'enjeu vraiment d'avoir une politique qui est un peu plus éclairée aujourd'hui, et puis d'être présent tous les jours pour montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et ce qu'on a voulu démontrer, c'est que le Modibus, au final, ben, ça marche. Voilà. Alors après, si vous avez des questions, on est à votre entière disposition. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Ça montre quand même effectivement que la Rosalie, elle n'est pas indispensable, mais elle a un rôle aussi important de visibilité et pour la diffusion. Elle est, ouais, elle est pas indispensable, mais elle n'est pas loin de l'être quand même. Non, Et non. à ce sujet, justement, on avait Jonathan qui nous dit merci pour la présentation inspirante. Quel budget pour la Rosalie? Investissement, entretien? Alors, si je dis pas de bêtises, l'acquisition, on est autour de 19 000 euros. Alors, je sais plus si c'est hors taxe ou TTC. Tu te rappelles? Je sais Ouais. plus. C'était hors taxe, C'est hors taxe. c'était hors taxe. Donc, on en a acheté trois aujourd'hui. On a deux qui tournent sur Belle Pêche et une qu'on a aujourd'hui sur Bram, pardon, et une qui est sur Belle Pêche parce qu'on essaie de travailler aujourd'hui avec un EHPAD et la commune pour préparer l'arrivée en septembre prochain. Alors, en termes d'entretien, il y a eu des débuts un petit peu compliqués, donc j'aurais du mal à vous dire combien ça nous coûte, mais de temps en temps, il faut resserrer une paire d'écrous, il faut retendre une chaîne, il faut réparer deux, trois bricoles. Comme ça reste un outil qui sort d'atelier. On a quand même des fois des petites contraintes techniques, mais c'est pas des gros enjeux de maintenance aujourd'hui. Alors, il faudra voir avec le temps, parce que là, il tourne tous les jours, matin et soir. Donc peut-être que dans un an, on aura peut-être des contraintes, comme c'est un outil qui est tout en bois, peut-être qu'on aura des choses un peu plus compliquées à mettre en œuvre. Et Euh, toujours sur l'aspect prix, la responsabilité civile, on voit là sur une des photos que la remorque, il y a un petit truc AXA, enfin, il y a une petite pub derrière. J'imagine que ça a été fait un peu sur mesure. Est-ce que ça coûte cher cette partie-là aussi à l'association? Alors, j'ai pas d'ordre de grandeur très précis en tête. Ça reste une dépense très, très raisonnable. D'accord. L'association n'a pas beaucoup de revenus, hein. D'accord. Le service est complètement gratuit. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a aucune adhésion qui est demandée, enfin, participation financière à l'adhésion. Euh, Et donc, on a une autre question sur le kilométrage du tour journalier en vélobus. on est sur à peu près 6 kilomètres qui sont effectués chaque jour. Kilomètres, hein. Donc, D'accord. sur chaque ligne, puisqu'on a deux lignes à Bram qui se retrouvent à l'école et qui en partent le soir. D'accord. Et J'ai des questions sur le chat. Alors, je prends la dernière, je remonterai après. Il y en a qui parlent de la rue aux enfants pour le vélo. C'est le cas pour Bram, hein. Bram a toute une politique en place d'animation sur Méa Vélo qui vient compléter l'animation qu'on porte nous à l'échelle interco. Donc, on n'a pas fait de focus dessus, mais voilà, Bram a mis en place des choses aujourd'hui. On les reprendra au fur et à mesure dans le temps. Mais donc là, forcément, l'association et la commune, elles portent des activités sur Méa Vélo plutôt intéressantes. Et Après, je reprends la question qui était juste au-dessus concernant la motivation des bénévoles. Clairement, ça se construit avec le temps. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense que sur la commune de Bram,
André, qui était ultra engagé, a su motiver des gens, les tenir, leur proposer différentes actions qui sont sympas. Et surtout, après, c'était se dire, ben, il y a des moments conviviaux. Régulièrement, ils se retrouvent entre eux, ils partagent un repas, ils font des choses, ce qui crée beaucoup de cohésion. Et de fil en aiguille, on passe de 2 bénévoles à 4, puis à 6, puis à 10, et on arrive à avoir un système qui tourne. Bon, on n'est que sur la première année. Peut-être que ça va s'étioler avec le temps parce qu'il y a un turnover au niveau des parents quand les gamins quittent l'école. Donc, ça, on n'a pas la capacité de le mesurer aujourd'hui. Mais on sent quand même que si on est présent, si on les valorise, mais on arrive à maintenir les services. Et là, on va avoir l'exemple vraiment de Belle Pêche, où comme on savait que Madame le maire avait des difficultés à travailler avec les parents. Comme le disait Elliot tout à l'heure, on a amené une première fois le Woodybus dans l'école. Les gamins, ils ont adoré ça. Le soir, on l'a mis devant la porte. Des parents sont venus discuter. On va avoir mis à vélo. On va remettre le Woodybus en place, les activités. Donc là, on va essayer de capter une première fois les parents, de discuter avec eux. Est-ce que ça vous intéresse de faire comme Bram? Et à la rentrée, on va proposer le service. Donc, on va s'appuyer sur un ou deux bénévoles ou des services techniques. Et puis, de fil en aiguille, on va essayer de construire ça avec les parents. Donc, je pense qu'il faut se laisser le temps vraiment d'aller chercher les bénévoles et de construire. Ok. Toujours dans les questions, on a Margot Powers qui demande est-ce qu'il y a l'objectif de diriger les enfants vers l'usage de leur vélo individuel derrière le Woodybus, dans l'idée de creuser une échelle d'autonomie pour les enfants où ils commencent dans le Woodybus, mais où ils ont l'objectif de rouler à côté, notamment pour les plus grands. Ah oui, bah, du coup, c'est tout à fait ça. Alors après, c'est l'association qui le gère au quotidien. L'idée, c'était de se dire que tant qu'il y a de la place sur le Wikibus, vu que ça plaît aux enfants, on le garde. Mais c'est vrai que comme il monte en puissance, plus ça va, plus il faut, entre guillemets, choisir quels sont les enfants qui vont monter à bord. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir prendre les plus petits sur le Wikibus et puis petit à petit, quand ils ont une certaine autonomie sur la route, avoir les autres qui suivent derrière. Et enfin, Brice l'a évoqué, Bram a tout un plan Bram à vélo qui a vraiment cette idée de les suivre depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, avec bah, voilà, ce Woodybus qui permet de transporter déjà les plus petits, puis l'autonomie qui se fait petit à petit, et puis avec le savoir rouler à vélo. Et puis, il y a une opération à 10 ans, la ville offre un vélo à chaque Bramais. Donc, dès 10 ans, ils sont à la fois autonomes à vélo et ils ont le matériel, donc ils peuvent vraiment être autonomes. Puis l'étape suivante, là, il y a encore une passerelle à travailler un petit peu, mais c'est qu'ensuite, ils puissent aller au collège à vélo en autonomie et puis les maintenir comme ça jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte comme jeunes cyclistes. Et peut-être une dernière question. Une personne qui dit avoir un projet de construction d'une restauration scolaire dans sa commune et qui envisage un déplacement pédestre cette fois des élèves, sauf pour les maternelles. Et la plupart des sites sont à peu près à 1 kilomètre. Et leur question, c'est de votre point de vue, et là c'est une question qui s'adresse à vous, mais aussi à Céline, et puis moi je ne sais pas si j'aurais des idées, mais quels pourraient être les arguments en cas de contestation de parents? Comment on peut convaincre les parents de cette bonne idée pour le coup? La bonne idée, c'est en effet cette notion d'apprentissage, de bien-être des enfants, hein, d'appréhender leur commune, hein, d'être ensemble, de profiter du grand air tous ensemble. Enfin, les arguments, ils seraient nombreux en fait hein, pour convaincre les parents. Surtout 1 kilomètre, ça me semble pas être une très grande distance. Et pour le coup, on n'apporte que du qualitatif aux enfants. Peut-être que sur l'aspect sécurité, il faut expliquer comment les enfants sont accompagnés par bien sûr des encadrants. Mais il me semble que voilà, sur ces aspects-là, Et l'aspect oui, la météo et la sécurité. Bah, la sécurité, de toute façon, on a toujours, que ce soit une sortie scolaire classique ou un accompagnement comme ça vers la restauration. Enfin, il y a plein de communes hein, qui font déjà ça. J'avais en tête une commune en Gironde, là, mais le nom ne me revient pas. Si, c'est plein de fois la grande, ils font ça. Ils emmènent toutes les écoles au même restaurant scolaire et ils le font à pied. Ça n'a pas de sens d'emmener les enfants autrement. Il y a des encadrants, c'est sécurisé, il y a les gilets réfléchissants, ainsi de suite. Il y a des consignes qui sont données, donc on emmène les enfants voilà, de cette façon. Bah, quand il fait pas beau, c'est comme dans les déplacements de tous les jours, on s'équipe. Il y a des parapluies, il y a des caouets, il y a des bottes et ainsi de suite, quoi. On demande aux parents d'équiper leurs enfants, ça va de soi. hmm.
Je Est-ce pense que qu'il y tu... a quand même un argument sur cette génération de parents qui craignent tout, tout le temps. Ben nous, alors moi j'ai 48 ans, hein, je me sens pas vieux encore, hein. Mais quand on était gamin, on allait à l'école à pied tous les matins. C'était pas souvent qu'un kilomètre. Donc on y allait à pied, on y allait en vélo et on se posait pas la question de savoir si dangereux ou pas dangereux. C'était fait, il pleuvait pas. La question ne se posait pas et on était plutôt heureux de faire ça avec les copains dans la rue ou du hameau jusqu'au village. Et ça permettait, voilà, une forme de socialisation. Dans le bus, en fait, on est assis, on est juste, entre guillemets, un petit peu otage de l'outil, on fait pas grand-chose. Voilà, je trouve ça plutôt intéressant, moi, de dire aux parents, mais les bons gamins, en fait, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ce petit temps de décompression où on marche, où on est bien, où on peut observer la nature et on n'est pas, voilà, on n'est pas assis comme on l'a été pendant 3 heures le matin, comme on sera encore à la cantine et comme on sera encore 2 ou 3 heures à l'après-midi. Donc, c'est bien d'avoir ces temps-là de respiration, voilà, où le cerveau pourrait faire autre chose que d'être toujours assis Ben, l'effet de l'exercice physique sur la concentration aussi, effectivement. Bon, j'imagine qu'en matière de sécurité, vous avez déjà réfléchi, mais les enfants seront, j'imagine, encadrés dans leur déplacement. Après, c'est peut-être au cas par cas. S'il y a vraiment des endroits qui sont très dangereux, ça se réfléchit. Mais malgré tout, moi, je pense que c'est plutôt une idée louable. C'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir tu parlais, Céline, de l'expérience de Saint-Paul-la-Grande. Ça peut être intéressant de se rapprocher de communes qui font déjà ça aussi pour aller chercher peut-être des témoignages ou des échanges. En fait, le truc, à mon avis, c'est de passer le cap, de le faire, même si ça pue un peu, parce que je ne serais pas surpris qu'après coup, personne ne veuille revenir en arrière en réalité. Il faut aussi avoir bon, l'esprit que pour toutes les sorties hein, d'enfants comme ça, tout à l'heure j'évoquais le savoir rouler à vélo, les sorties pédagogiques, les classes vertes, ainsi de suite. C'est pareil pour la piscine, c'est pareil pour tout ce qui est sortie et activité un peu sportive ou physique. Les encadrants sont formés pour ça, y compris les parents qui sont mobilisés. Pour une sortie vélo, par exemple, réalisé dans le cadre scolaire, eh bien, il y a la municipalité qui va former des parents volontaires. Il y a un certificat qui est donné. C'est pareil pour la marche finalement. Il y a un apprentissage des encadrants, il y a des consignes de sécurité, comment on organise les traversées, ainsi de suite. Donc sur l'aspect vraiment sécurité, euh, on a un personnel accompagnant, en personnel, je ne sais pas si c'est personnel, mais enfin on a une équipe accompagnante qui est formée à ces conditions de sécurité. Et je dirais qu'il faut mettre en place la même chose sur le déplacement entre l'école et l'espace de restauration. après, quand même, une méthodologie à avoir avec les parents, c'est que de toute façon, il ne faut pas les empêcher de dire ce qu'ils ont à dire, et s'ils sont contre, et s'ils ont plein de griefs contre l'outil qui est mis en place, il faut les laisser tranquillement s'exprimer pour, entre guillemets, vider l'abcès, et pour après reposer, en fait, les bases d'un dialogue. Et moi, je pense que c'est très important de les mettre autour de la table et de leur dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer de différent qu'un simple bus qui fait que juste 1,5 km et qui est plutôt impactant pour l'environnement, qui est plutôt une problématique. Et naturellement, on l'a constaté nous chez nous, c'est que les parents, ils viennent à ce genre de solution. Ils ont juste besoin de se rassurer sur certains enjeux. Donc, il y a même des fois, on propose d'aller faire le parcours avec eux pour qu'ils disent, ben, qu'est-ce que vous pensez de passer par là, de ne pas passer par là? Est-ce que vous voulez qu'on sécurise? Bon, il s'avère que la commune de Bram, elle a des agents de police municipale qui font la circulation sur les endroits qui sont ultra fréquentés. Donc, en milieu rural, la question ne se poserait pas. Il n'y a pas forcément des agents de la PM, mais ça voudrait dire que des parents bénévoles qui encadrent, les encadrants eux-mêmes, il y a tout un tas d'enjeux quand même à aller amener les parents sur les sites et à les faire réfléchir par eux-mêmes et leur montrer qu'au final, quand ils le font, ah ben oui, c'est pas si dangereux comme l'imaginait. Il n'y a pas autant de contraintes qu'on l'imagine. Il ne faut pas qu'ils restent que dans un bureau le soir en conseil d'école pour dire non, on est contre et ça s'arrête à ça. Il y avait une dernière question sur la taille auquel Elliot vous avez répondu, la taille du vélobus. Donc, 3,5 mètres de long, 1,5 m de large et 2 mètres de haut. C'est des limites réglementaires en fait, mais ça veut dire certainement que c'est un véhicule qui ne sera pas à l'aise sur une piste cyclable, à moins Clairement, qu'il soit effectivement très large et que les rayons de giration soient bien conçus, ce qui est malheureusement assez rare. C'est bien ça. Oui, alors effectivement, il est pas tout à fait à l'aise dans les espaces très étroits, notamment en termes de giration. Alors je crois que sur les nouvelles versions, ils ont un peu amélioré ça, mais
ça demande quand même un peu de place. Et finalement, du coup, ça invite plutôt à prendre sa place sur la route Hmm. que de se cantonner aux pistes cyclables. On a sur l'itinéraire une petite partie qui a un châssis doux ou une CVCB sur lequel ils roulent plutôt sur la bande, mais au-delà de ça, bon, ils assument d'autant qu'il y a tout un cortège de vélos, donc Hmm. voilà. Ça se voit. Ah. Bon, comme souvent, il vaut mieux s'assumer pleinement au milieu de la voie plutôt que d'essayer de se serrer, et puis c'est là que on se trouve dans des situations un peu compliquées des fois. Et effectivement, ça participe un peu à la modération des Mm. vitesses d'un brome le matin. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va passer la parole à Clara pour pour tes dernières informations et pour clore cette visioconférence. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Je vais juste reprendre un peu le partage écran sur la fin. Euh, hop. Et donc, je vous remercie vraiment pour la qualité de cette présentation. C'était vraiment très intéressant. Pardon. Merci beaucoup à tous les participants qui ont posé leurs questions, qui ont permis aussi voilà, d'aller plus loin sur ce sujet. Donc, comme je disais au début, le replay et le support de présentation vous seront envoyés dès demain par mail. Et puis, ils seront disponibles sur le site de la PCC pendant longtemps, à partir de ce soir ou demain matin. Sachez qu'il y a aussi plein d'autres conférences qui sont disponibles en replay. Donc, n'hésitez pas à les consulter dans l'onglet webconférence sur notre site. Et puis, si vous êtes un bureau d'études et que vous réalisez des prestations de conseil sur les thématiques que vous voyez s'afficher à l'écran, je vous invite à aller parcourir notre rapport d'activité. Alors, le 2024 va arriver très prochainement. Ça vous permettra un peu de découvrir ce que fait la PCC. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, bien sûr, si vous souhaitez adhérer à la PCC et pourquoi pas participer à nos groupes de travail ou réaliser une webconférence comme vous voyez, comme vous venez de le voir. Si vous êtes cette fois-ci une entreprise ou une collectivité et que vous êtes à la recherche d'un prestataire, je vous invite à aller regarder notre annuaire des membres sur notre site qui vous permettra de trouver le cabinet qui vous accompagnera au mieux selon vos besoins. ITER en fait partie, vous pourrez les retrouver dans cet annuaire. Et Et donc, je vais conclure. une dernière Euh, question, il y a une dernière question pour savoir si une signalétique, des panneaux, des affiches ont été installés pour sensibiliser les autres utilisateurs de la route. Oui, alors effectivement, j'ai pas du tout eu le temps de taper la réponse. Pour sensibiliser les autres usagers de la route, non, mais c'est pas vraiment un enjeu dans le sens où à Bram, on a la chance d'avoir un partage de la route qui se fait assez naturellement et assez sereinement. On a eu un tout petit incident qui a été relevé, mais bon, c'était un transporteur qui a été contacté par la suite et puis on n'a pas du tout de difficulté avec ça, donc c'est parfait. Et ensuite, pour matérialiser un petit peu les arrêts, on a quelque chose de léger qui a été fait par l'association. On va essayer, nous, de le renforcer un petit peu. C'est le projet pour la suite, de matérialiser vraiment ces arrêts comme des arrêts de bus classiques. Merci. Clara, désolé, je t'ai coupé. Avec plaisir. Aucun souci, pas de souci. Merci du coup d'avoir répondu à la question. Et donc, je vais conclure ce webinaire en vous remerciant, en remerciant aussi l'ADEME qui est partenaire de cette webconf et Actu Environnement qui relaie nos webconfs. Et donc, je vais vous inviter à répondre à l'enquête de satisfaction qui va s'ouvrir quand vous allez quitter cette webconf. C'est très important pour nous et puis surtout pour les intervenants. Ça leur permet d'avoir des retours. Comme on est en virtuel, on ne voit pas voilà, vos réactions, on ne sait pas un peu ce que vous en avez pensé. Donc vraiment, c'est très important pour eux que vous y répondiez. La prochaine webconf aura lieu en mai. Vous serez notifié d'un mail dès qu'on a plus d'infos à ce sujet. Et puis, donc, je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et tous et à très bientôt dans une prochaine webconf de la PCC.